Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux transferts internationaux de données. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous, Martin et moi-même, pour cette nouvelle session. On va quand même patienter quelques minutes avant de pour vous laisser le temps de vous connecter et nous commencerons par la suite. N'hésitez pas à Bonjour nous à dire tous. en commentaire si vous entendez bien ce qu'on dit. Alors, on attend encore une petite minute le temps que les gens se connectent et on pourra entamer. Ok, je pense qu'on a un quorum. Maintenant, je t'en prie. Allez, c'est parti. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et tous et merci d'être présents à ce webinaire. Donc, nous sommes DPO Consulting, un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la protection des données personnelles. Notre structure regroupe plusieurs pôles de compétences. Nous avons un pôle international, un pôle privé, un pôle santé et enfin un pôle associatif. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Martin. Martin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis donc consultant du pôle international. J'interviens principalement auprès de groupes internationaux qui, forcément, sont très exposés à la problématique des transferts. Et À donc, côté de moi, Manon. oui, moi-même, du coup, donc consultante au pôle santé, basée en Occitanie. J'interviens plus particulièrement sur les questions liées au droit de la santé et à la protection des données dans ce domaine. On a choisi ensemble de croiser nos expertises et de vous présenter ce sujet du jour, donc les transferts internationaux de données. Pourquoi ce sujet? Parce qu'on a vu que c'était vraiment un thème central pour un bon nombre de nos clients, notamment dans le secteur de la santé, avec la recherche clinique, le développement de dispositifs médicaux ou encore la création de solutions d'intelligence artificielle. Dans ces domaines, la donnée, la data, comme on l'appelle aussi, constitue une véritable richesse, mais cette richesse doit toujours être encadrée, ça vous le savez, et afin de garantir justement le respect de la souveraineté de ces données, dont les véritables propriétaires restent et demeurent avant tout les patients. Alors, je vous propose une petite annonce de plan pour voir où on va, où on met les pieds. Je propose d'entamer déjà avec une première partie sur les bases du transfert international. Alors, peut-être des redites pour certains, mais à mon sens, il est vraiment essentiel de repartir sur qu'est-ce qu'un transfert, qui sont les acteurs du transfert, qu'est-ce qu'un traitement de données même, qu'est-ce qu'une donnée de santé, et enfin de finir par quels sont les mécanismes, les outils qui nous permettent de légitimer ces transferts, de les rendre légaux. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer en arrivant sur ce webinaire, les transferts internationaux de données sont restreints. Dans une deuxième partie, un petit peu plus pratique, ce sera plus un guide sur vous avez un transfert de données à effectuer, quels sont les mécanismes qu'il convient d'employer et dans quel ordre, quelle est un petit peu la logique, la progression à suivre, et enfin on finira sur des conseils, quelques réflexes, des bonnes pratiques en matière de transfert. Alors, petite précision, nous prendrons les questions en commentaire à la fin de chaque partie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on les traitera à la fin de la première et de la deuxième partie respectivement. Je laisse Manon entamer sur la première partie. Je t'en prie. Merci Martin. Déjà, tout d'abord, on va donc reprendre dans cette première partie les bases du transfert international et on va vraiment débuter avec les notions essentielles. Donc, on a sélectionné vraiment 3 notions. Donc, la première, c'est la donnée de santé. Donc, on a vraiment choisi de parler du transfert de données
mais surtout la donnée de santé. Donc la donnée de santé, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée à caractère personnel qui est caractérisée de sensible et dont les informations sont relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique. Cette définition va donc comprendre des informations sur l'état de santé, la maladie, le handicap, un risque aussi de maladie, des antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état même physiologique ou biomédical de la personne concernée. Deuxième définition importante ici, le traitement de données. On en parle souvent, on entend ce terme, mais il faut vraiment le définir. Donc, le traitement de données, c'est selon l'article 4 du RGPD, c'est toute opération ou ensemble d'opérations qui va porter sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Ça veut dire que la collecte de données, la conservation de données, la transmission ou même la destruction est un traitement de données. Et j'attire votre attention sur le fait que la simple consultation d'une donnée est un traitement à part entière également. Enfin, troisième définition, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est le transfert international. Le transfert international, ça correspond donc au fait d'envoyer ou de rendre accessibles des données personnelles à une organisation qui va être située dans un pays tiers ou alors une organisation, un pays extérieur à l'espace européen économique ou l'espace de l'Union européenne. Donc, par exemple, vous avez une entreprise française qui va héberger des données de ses clients sur des serveurs situés, par exemple, aux États-Unis. Ou autre exemple, là, ce ne sera peut-être pas des données de santé, mais des données personnelles tout court. Vous avez une filiale européenne qui va partager des informations RH de ses salariés à la maison mère qui va se trouver, par exemple, au Canada. Maintenant, nous avons vu les définitions. Nous allons voir ensuite les différents acteurs présents dans le cadre de ces transferts internationaux. Alors, les acteurs. On a donc les données personnelles de santé, on a les transferts. Qui intervient sur ces transferts de données de santé et autres. Typiquement, on a deux grandes catégories d'acteurs. On a les acteurs du traitement, une première partie, et les acteurs du transfert, qui se confondent en partie, mais pas complètement. Alors, les acteurs du traitement, déjà, là, on revient sur des bases peut-être de protection des données. Déjà, là, le responsable de traitement, donc l'entité centrale du RGPD, qui est typiquement l'entité porteuse de projet, donc qui va déterminer les finalités, les modalités essentielles du traitement de données. Donc typiquement, qui va dire, on va traiter ces données-là pour cette raison, de ces personnes concernées, ça va être ces catégories de données, on va les garder tant de temps, et on va les adresser à tel type de destinataire. Donc, si vous décidez ça, vous êtes responsable de traitement. Alors, ce qui découle de cette définition, c'est une responsabilité qui est totale sur l'intégralité du traitement de données. Donc, tout ce que vous faites, tout ce qui se passe dans ce traitement de données, vous en êtes utilement responsable auprès des autorités et envers les personnes concernées. Donc, typiquement, on va avoir le promoteur d'une étude clinique qui va être responsable de ce qui se passe dans les essais cliniques parce qu'il a rédigé le protocole, c'est le sponsor, il détermine comment et pourquoi on traite les données, il est le responsable de traitement. De même, on va avoir un hôpital, une clinique, des professionnels de santé qui, pour les besoins du diagnostic ou du traitement d'un patient, vont dire « Ok, j'ai besoin de faire tel examen, j'ai besoin d'obtenir telle donnée de santé. » Très bien, ils en sont les responsables de traitement. Dernier élément, on a effectivement une entreprise qui commercialise des dispositifs médicaux ou des médicaments sur le marché. À cet égard, ils ont des obligations de pharmacovigilance et ils en sont donc responsables de traitement de tout le cycle de pharmacovigilance depuis le reporter jusqu'à EudraVigilance. Ok, on a le responsable de traitement, ce qui est quand même beaucoup d'acteurs avec une responsabilité conséquente. Deuxième acteur, le sous-traitant. Le sous-traitant, lui, est plus un exécutant au sens du RGPD, c'est-à-dire qu'il va suivre les instructions du responsable de traitement. Il va, par exemple, exécuter le protocole de recherche sous les ordres du promoteur. Il va héberger les données sous les ordres de l'entreprise. Il va fournir un outil SaaS pour pouvoir manipuler de la donnée qui ne lui appartient pas. Donc, je reprends mes exemples de centres de recherche, de CRO, de fournisseurs d'outils ou d'hébergeurs de données. Le sous-traitant, lui, a quelques obligations légales. Il en a au titre du RGPD.
Donc, par exemple, l'obligation d'avoir un bon contrat avec le responsable de traitement, mais également d'assurer ses propres transferts internationaux de données. C'est-à-dire que si le sous-traitant fait un transfert, il en est responsable. Et enfin, outre ces obligations légales, le sous-traitant a des obligations contractuelles. Et celles-ci sont généralement les plus importantes, assez strictes, et sont incluses dans ce fameux contrat de sous-traitance que vous avez probablement vu passer de nombreuses fois. Ok, on a nos deux acteurs principaux. Passons sur un cas un petit peu plus annexe, qui est la responsabilité conjointe. Donc là, typiquement, vous prenez deux responsables de traitement qui s'associent plus ou moins à parts égales et qui vont organiser un traitement de données ensemble. Donc, typiquement, vous allez avoir deux organismes de recherche qui vont rédiger un protocole commun, qui vont vraiment mettre en commun leur pouvoir de décision pour dire on va collecter telle donnée pour en faire telle chose, ou encore plusieurs filiales d'un même groupe qui vont mutualiser leur processus de recrutement pour réduire les coûts. Donc ça, c'est très classique. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les responsabilités sont distribuées entre ces deux acteurs. Donc l'un va assurer la base légale, l'autre va assurer l'information des personnes, etc. etc. Cette distribution s'organise par un contrat de responsabilité conjointe qui va dire bah, toi tu fais ça, moi je fais ça, et on s'assure que toutes les obligations soient couvertes, y compris les transferts. Ok, on a repris un petit peu nos bases RGPD, on a nos acteurs du traitement, on propose de passer sur les acteurs du transfert. On en a deux. On a l'exportateur et, vous l'aurez deviné, l'importateur. Chacun de ces acteurs peut être responsable de traitement ou sous-traitant, indifféremment. C'est-à-dire que moi, responsable de traitement, je peux envoyer des données à mon sous-traitant américain, ou à l'inverse, moi, sous-traitant européen, je peux envoyer mes données à mon responsable de traitement américain ou indien. Très bien. Il faut savoir que l'exportateur, donc RT-OST, doit être soumis au RGPD. Ça, c'est la condition de base. Alors, soumis au RGPD, ça veut dire généralement établi dans l'Union européenne, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que le RGPD, avec sa fabuleuse portée territoriale, fait que vous pouvez être américain, mais soumis au RGPD. Par exemple, vous êtes un promoteur américain réalisant des essais cliniques dans l'Union européenne, vous êtes soumis au RGPD pour ces essais. Et donc, si vous récupérez les données et que vous les envoyez en Inde, vous effectuez un transfert, vous êtes un exportateur au sens du RGPD. Ok, donc l'exportateur, soumis au RGPD, transfère les données à un destinataire situé hors de l'espace économique européen. Donc, on a vraiment cette notion de soumission au RGPD et de transfert vers un destinataire externe. Donc, effectivement, un hôpital au sein de l'UE qui envoie des données à un CRO suisse, la Suisse ne faisant pas partie de l'espace économique européen, je le rappelle, ou mon exemple du promoteur américain. Ok. Donc, on a un exportateur. Il va envoyer ces données. Il les envoie à un importateur. L'importateur, encore une fois, qui peut être responsable de traitement ou sous-traitant, qui doit cependant être une entité juridique distincte de l'exportateur. Alors là, je vais prendre l'exemple de l'entreprise qui envoie des salariés en déplacement. Donc, vous avez votre salarié qui est en déplacement professionnel en Inde, il va ouvrir son ordinateur portable, il va accéder à des données potentiellement de santé. À ce moment-là, ce n'est pas un transfert. Il faut vraiment que le destinataire soit une autre entité juridique, une autre société, une autre entreprise, une autre personne morale. Ok. Cet importateur distinct donc doit être destinataire des données. Donc, destinataire, ça veut dire qu'il y accède d'une manière ou d'une autre. Soit vous lui envoyez, soit vous lui donnez accès à un drive sur lequel il peut accéder. Et enfin, il est situé hors de l'espace économique européen. Je se répète un petit peu, mais à mon sens, c'est essentiel. Je reprends donc mes exemples. On peut avoir un CRO américain qui reçoit les données d'un hôpital français ou l'hébergeur suisse d'une clinique allemande. Ok. On a vu les acteurs du transfert. On en a donc deux types. On a traitement, transfert. Je vous propose maintenant de passer sur les différents outils, les mécanismes qui permettent d'encadrer un transfert, de le légitimer au sens du RGPD. Et je laisse pour ça la parole à Manon. Merci. Donc maintenant, nous allons voir, comme le disait Martin, les différents moyens qui vont nous permettre d'assurer ce transfert de données. Donc,
le premier moyen, vas-y, je t'en prie, Martin. Le premier moyen, donc, ça va être la fameuse décision d'adéquation. Le deuxième, on parle des outils de transfert en l'absence de décision d'adéquation. Le troisième moyen, on va parler justement des dérogations à ces outils, donc les dérogations à l'utilisation des outils de transfert. Donc, le premier moyen, donc la décision d'adéquation, on en reparlera plus précisément après, mais déjà, il faut savoir que c'est un acte juridique de la Commission européenne qui va permettre de déterminer si l'État qui est choisi, donc l'État visé, présente un niveau de protection adéquat à celui de l'Union européenne. Donc ça, c'est la base, c'est le premier outil que l'on doit rechercher quand on va réaliser un transfert. Donc deuxième moyen, donc en l'absence de décision d'adéquation, on va se retourner sur les outils qui sont décrits et donnés dans le RGPD dans son article 46. Donc ici, ces outils vont s'appliquer lorsqu'on veut envisager donc un transfert vers un pays tiers en l'absence de décision d'adéquation. On a 5 outils. Le premier outil, c'est vraiment la clause contractuelle type. La clause contractuelle type, elle est adoptée par la Commission européenne. Ça aussi, on en parlera justement après. On va détailler comment on va utiliser ces clauses. Deuxième outil, la règle d'entreprise contraignante, donc Binding Corporate Rules. Donc, ce sont les BCR, les BCR. Donc, ce sont des outils qu'on va utiliser au sein d'une même entreprise qui, justement, au niveau international, qui est installée un petit peu partout avec des filiales et maisons mères. Ensuite, on a les clauses contractuelles ad hoc, à ne pas confondre avec les clauses contractuelles type. Donc, celles-ci, elles sont autorisées par une autorité de contrôle compétente. Donc, pour bien vous expliquer, une clause contractuelle type ad hoc, ce sont vraiment des clauses qui vont être personnalisées, rédigées par les parties elles-mêmes, qui sont vraiment spécifiques à la situation, mais par contre, elles devront être soumises à l'autorisation préalable d'une autorité de protection. Il faut savoir qu'en France, c'est donc la CNIL qui va pouvoir dire si les clauses seront acceptées ou pas. Donc, elles vont vraiment servir à encadrer ces transferts de données vers un pays tiers non couvert par une décision d'adéquation. Quatrième outil, on va parler des codes de conduite approuvés ou alors des mécanismes de certification qui vont être pris par le destinataire des données, donc l'importateur des données. Et enfin, le cinquième outil, ce sont des instruments juridiques contraignants conclus entre autorités publiques ou organismes officiels. Donc vraiment, on voit ici, par l'article 46 du RGPD, donc qui délivre tous ces outils, on voit une véritable logique de responsabilisation parce qu'on va imposer aux acteurs de mettre en place des dispositifs contractuels, organisationnels qui vont, garantir la sécurité et la licéité des transferts hors Union européenne. Évidemment, en droit, vous le savez, on a toujours des principes, mais on a aussi des exceptions. Ici, les exceptions, donc si vous voulez directement voir dans le RGPD, vous pouvez vous rendre à l'article 49 du RGPD. On va donner des dérogations, 6 dérogations exactement pour des situations exceptionnelles. Donc, comme je vous le dis, ces dérogations auront un caractère résiduel. Donc, elles ne seront qu'à utiliser de manière ponctuelle dans des circonstances bien précises. Donc, la première dérogation, c'est le consentement explicite de la personne concernée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tout simplement, ça veut dire que la personne a délivré son consentement après avoir été informée des risques potentiels qui vont être liés à l'absence de protection adéquate. Par exemple, je suis patiente, je m'inscris à une recherche clinique qui se trouve au Brésil. Donc, je suis informée en tant que patiente que le Brésil n'offre pas la même protection de niveau de protection des données. Malgré ça, donc j'ai été informée et j'ai accepté, je dois donner mon consentement explicite, et là j'insiste bien sur le consentement explicite, que j'accepte que ces données justement partent au Brésil, donc soient transférées et traitées là-bas. Deuxième exception, c'est l'exécution et la préparation d'un contrat conclu avec la personne concernée. Donc ici, le transfert va être nécessaire pour l'exécution d'un contrat qui sera conclu donc entre le patient et le chercheur, si je prends l'exemple d'une recherche clinique. Par exemple, donc un patient français participe à une recherche clinique, à un essai clinique qui va être organisé par exemple par une société chinoise pour essayer, pour la réalisation création d'une solution IA ou pour un dispositif médical. Le protocole de base va prévoir l'envoi des données biologiques, de l'analyse de données, d'analyse biologique au laboratoire central qui va être situé en Chine. Donc ici, le transfert va être nécessaire à l'exécution d'un contrat de recherche entre le participant
et le promoteur. Troisième dérogation, ça, je pense que vous en avez entendu parler dans le monde de la santé, c'est les motifs importants d'intérêt public. Donc ici, le transfert est possible s'il est nécessaire pour des raisons importantes d'intérêt public, comme la santé publique ou la lutte contre les pandémies. On sort du Covid. Donc évidemment, tous les pays qui ont été touchés par le Covid ont délivré des informations, des données sur les patients, en donnant, je ne sais pas, des symptômes, en donnant les différentes personnes qui ont été contaminées. On ne donne pas l'information, le nom, prénom, mais on va donner le nombre. Voilà, on va donner l'âge de ces patients qui ont été concernés. Et on va les transférer justement à l'Organisation mondiale de la santé, dont les serveurs sont notamment situés en Suisse. Donc là, ici, le transfert est nécessaire à la surveillance mondiale de la santé publique et relève donc d'un intérêt public majeur. Quatrième dérogation, donc c'est la constatation ou l'exercice d'un droit en justice. Donc, par exemple, un patient, après avoir participé à une recherche clinique, va poursuivre un laboratoire américain pour des effets indésirables qui sont des effets indésirables graves liés à la prise du médicament qui était dans le cadre de la recherche clinique. Donc, le patient européen travaille avec un laboratoire européen qui va ensuite envoyer les données aux États-Unis. Donc, ce fameux laboratoire européen va transférer ces données cliniques vers le tribunal américain pour cette procédure. Je rappelle qu'on applique le droit du défendeur, donc le droit américain, puisqu'ici, c'est le patient qui va attaquer le laboratoire américain. Donc, ici, on va transférer les données pour autoriser justement la procédure juridique. Cinquième dérogation, donc la protection des intérêts vitaux de la personne concernée. Donc ça parle énormément aux gens de la santé. C'est comme le droit médical, on autorise ce transfert pour justement protéger la vie ou la santé d'une personne qui ne peut pas consentir. Par exemple, un touriste européen qui est victime d'un accident grave lors d'un safari en Tanzanie, par exemple, ces données médicales vont être transférées. Donc, par données médicales, je parle d'antécédents, allergies, traitements en cours. Ils vont être transmis à l'hôpital local depuis son dossier médical européen. Ici, son transfert est justifié pour sauver sa vie. Il y a un réel intérêt médical, un intérêt vital. Et enfin, sixième dérogation, c'est le transfert à partir d'un registre public qui va être ouvert à la consultation. Donc, tout simplement, on pourra utiliser et transférer ces données dès qu'elles proviennent d'un registre accessible légalement. Par exemple, un registre public des médecins ou des licences pharmaceutiques va être consulté à l'étranger. Donc là, puisque ce registre est légalement accessible au public, on peut transférer librement les données. Donc, ce qu'on peut en conclure de tous ces moyens de transfert, c'est qu'il y a une véritable hiérarchie des transferts, des mécanismes de transfert. Le premier, donc, ça va être, il faut favoriser la décision d'adéquation. Si on n'en a pas, on favorise les outils qui sont décrits à l'article 46 du RGPD, ces fameux outils de transfert. Et si on correspond à une situation dérogatoire, on pourra donc utiliser toutes ces dérogations que je viens de vous citer, donc qui se trouvent à l'article 49 du RGPD. Donc là, on peut dire qu'on a une véritable volonté du législateur européen de concilier la liberté de circulation des données pour justement permettre la recherche, permettre la création de solutions, mais également la protection effective des droits des personnes physiques, même lorsque ces données quittent le territoire européen. Donc maintenant, après la théorie, passons à la pratique avec Martin. Merci Manon. Alors, après ce beau bout de théorie, toujours un petit peu théorique, je vous propose de passer sur des moyens plus concrets, plus pratiques. Alors, déjà, peut-être en introduction, je pense qu'il est important de toujours s'assurer d'une chose, c'est est-ce que j'ai véritablement un transfert? Donc, lorsque vous vous apprêtez à communiquer des données à un destinataire qui n'est pas dans votre pays, posez-vous la question, ok, qui est mon destinataire et où se trouve-t-il? Alors, la question de qui est véritablement mon destinataire est importante. Je vais prendre un exemple. Si je vous dis, vous allez donner vos données à Microsoft. Microsoft, vous dites, américain, en principe, c'est un transfert. Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que la majorité des contrats que Microsoft signe en Europe sont signés par Microsoft Irlande.
Donc en fait, lorsque vous signez un contrat d'hébergement ou de prestation de service avec Microsoft, vous signez un contrat avec une société européenne, vous n'effectuez donc pas de transfert de données, à proprement parler, et c'est Microsoft Irlande qui, eux, effectueront un transfert, éventuellement, avec d'autres filiales aux États-Unis, en Inde, à travers le monde. Donc, d'où l'importance de bien vérifier, lorsque vous signez un contrat, de regarder le co-contractant, qui est-ce, où est-il situé. Okay. Donc, vous avez regardé qui est vraiment la personne en face, vous avez regardé le pays dans lequel cette entité se situe. Est-ce que c'est un membre de l'Union européenne? Est-ce que c'est un membre de l'espace économique européen? Si oui, ça va, pas de souci, pas de transfert, vous n'avez pas de questions à vous poser. Sinon, eh bien, posez-vous la question des moyens. Quels moyens utiliser? Ok. Je vous propose de commencer par le premier moyen, donc premier réflexe, regardez si on a une décision d'adéquation. Décision d'adéquation qui est quand même le mécanisme à favoriser de base, le plus simple pour les acteurs du traitement. Plus simple pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que, comme le disait Manon tout à l'heure, la Commission européenne a fait le travail pour vous. Elle est allée regarder sur la législation du pays tiers, l'indépendance de la justice, les voies effectives de recours, que au final, là-bas, les données personnelles sont bien protégées. Vous pouvez transférer les données à des destinataires qui y résident et il n'y aura pas de problème. Donc, pour vérifier ça, vous pouvez aller regarder directement sur le site de la Commission ou sur le site de la CNIL, qui va vous dire, voilà, ce pays, l'Argentine par exemple, est couvert par une décision d'adéquation. Si le pays n'est pas sur la liste, c'est que en principe, il n'en fait pas ou plus partie. Alors si je dis plus partie, c'est parce que ces décisions sont des actes juridiques de la Commission. Ils peuvent être retirés par la Commission, bien sûr, ou être annulés par la Cour de justice de l'Union européenne, parce que c'est un acte de droit de l'Union européenne, et la CJUE a compétence là-dessus. Je prends deux exemples. L'exemple déjà de la Suisse, donc la Suisse qui est notre voisin non Union européenne, mais pas loin, qui a une décision solide depuis l'an 2000, qui a récemment été renouvelée en 2024 à la suite de leur dernier changement législatif, et pour lesquels il n'y a jamais eu de problème. Okay. Donc la Suisse, vous pouvez transférer sans problème. À l'inverse, on a le Royaume-Uni. Royaume-Uni qui a manifesté le souhait de modifier sa législation de protection des données à la suite du Brexit, qui l'a fait récemment. Donc si vous voulez aller regarder, il y a eu des changements en 2024. Et la décision d'adéquation est encore en cours de revue par la Commission, mais qui, au vu des avis exprimés par les instances, devrait être renouvelée d'ici la fin de l'année. Donc, en principe, pas de souci. À l'inverse, on avait bien sûr les États-Unis qui ont perdu par 2 fois leur décision d'adéquation. C'est un cas un petit peu spécifique qu'on peut adresser tout de suite. Déjà, partons du principe que, en principe, on couvre tout un territoire par une décision d'adéquation. On couvre tous les destinataires de ce territoire. Par exception, certaines décisions sont partielles et ne prennent effet que si vous adressez vos données à un certain destinataire. Donc, je prends l'exemple du Canada, pour lequel la décision d'adéquation ne couvre que les entités couvertes par la loi de protection des données fédérales locales, qui est le PIPEDA, et qui ne couvre que les organisations commerciales privées. Donc, je prends un exemple. Si vous transférez des données à un hébergeur canadien, qui va simplement stocker vos données de santé, pas de souci, vous êtes couvert par la décision. Si à l'inverse, vous envoyez vos données à une université publique, à une autorité de santé provinciale, à toute entité administrative ou un hôpital, vous n'êtes pas couvert par la décision et vous devez utiliser un outil de transfert. Alors, cas que je connais particulièrement bien, notamment dans le cadre de la recherche clinique. Autre exemple, les États-Unis. Alors là, les États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez peut-être entendu parler des affaires Schrems, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Pour le coup, ne sont couvertes par la décision d'adéquation que les entités qui se sont auto-certifiées au mécanisme du EU-US DPF. Alors,
pour ça, sans aller trop dans le détail, allez simplement regarder sur le site du EU Data Protection Framework et vous regardez en fait une liste des organisations certifiées avec un moteur de recherche. Si vous cherchez Google y est. Si vous cherchez un autre destinataire, simplement tapez le nom dans la barre de recherche et vous trouverez si oui ou non votre destinataire est couvert. S'il ne l'est pas, s'il n'est pas dans cette liste, ma foi, c'est un transfert qui n'est pas couvert par la décision d'adéquation. Il faut utiliser d'autres moyens. Ok, donc on a notre décision d'adéquation, vraiment le standard idéal pour pouvoir transférer des données. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre si on n'en a pas? Si on n'en a pas, ma foi, il va falloir passer sur quelque chose d'un petit peu plus administratif, un petit peu plus long pour les exportateurs, qui sont les clauses contractuelles type et l'AITD. Je laisse Manon nous exposer le sujet. Et je t'en prie. Tout à fait, merci Martin. Donc voilà, autre façon d'encadrer ce transfert international de données, donc les clauses contractuelles type avec une AITD. Donc on va commencer par parler des clauses contractuelles type. Donc ces clauses, on les trouve via le site internet de la CNIL qui va nous amener sur celui de la Commission européenne. C'est le chemin le plus simple, je pense, pour trouver justement ces clauses contractuelles type. Elles existent dans plusieurs langues, vous allez le voir. Donc, vous choisissez soit la version Word, soit la version PDF du document dans la langue choisie. Il faut savoir que ces clauses contractuelles types sont adoptées donc par la Commission européenne et vont justement permettre d'encadrer ce transfert de données hors Union européenne. Et donc, ça va faciliter la mise en œuvre du contrat de transfert. Comment vont se comporter ces clauses? Tout simplement, dans ces clauses, vous avez donc d'abord un texte avec des clauses générales, donc des clauses qu'on ne pourra pas modifier, et ensuite une approche par module, qui vont justement répondre à divers scénarios de transfert. Donc, dans le texte, vous avez le texte de la décision, ensuite qu'on appelle ça les annexes qui ne pourront pas être touchés, enfin les articles qui ne pourront pas être touchés, et enfin les clauses par module. Donc, 4 modules. Le premier module correspond au transfert de responsable de traitement à responsable de traitement. Donc, c'est la situation de responsabilité conjointe. Le deuxième module, il correspond plutôt au transfert du responsable de traitement au sous-traitant. Le troisième module correspond au transfert de données entre un sous-traitant 1 et le deuxième sous-traitant. Donc là, ici, c'est la situation de la sous-traitance ultérieure. Et enfin, le quatrième module va correspondre au transfert du sous-traitant au responsable de traitement. Ensuite, après ces modules, donc ces annexes, c'est comme on appelle ça, ces clauses que l'on va choisir, il y a les annexes. Ces annexes, c'est vraiment le cœur des clauses contractuelles type. C'est là où vont être indiquées toutes les informations essentielles, comme les informations sur l'exportateur, les données qui ont été visées, choisies, ensuite des informations sur l'importateur, la description du transfert et surtout les mesures techniques et organisationnelles qui vont être garanties justement pour assurer la sécurité des données. Donc, on doit toujours ajouter ces clauses, enfin, moi, c'est un conseil, plutôt un conseil. On va devoir ajouter ces clauses au contrat cadre, donc ça peut être un contrat de recherche, un contrat de collaboration ou un contrat de prestataire. Mais il faut, à chaque fois, donc, qu'il y ait un transfert hors Union européenne et donc vous complétez ce document. Ce document, ce que je vous propose, c'est de l'envoyer directement avec de le voir directement avec votre DPO, le dépôt interne ou externe, qui pourra justement vous aider à choisir les bonnes clauses, les bons modules, et vous pourrez le compléter avec lui. Vous lui apporterez les informations sur la recherche clinique, le projet choisi, les données visées, etc., etc. Mais c'est également un travail collaboratif entre la partie exportatrice, la partie importatrice et les DPO qui travaillent justement avec ces entreprises, ces établissements et ces parties. Donc, nous avons parlé des CCT. Ces CCT, donc, vont être ajoutés à une AITD. Donc, on parle ici d'une analyse sur le transfert de données. À ne pas confondre, attention, avec l'AIPD. Je sais que c'est très proche, mais l'AIPD, c'est vraiment l'analyse sur la protection des données que l'on va réaliser au moment du projet, donc avant la réalisation du transfert, du traitement de données. L'AITD, c'est vraiment une analyse qui ne se porte que s'il y a un transfert de données hors Union européenne. Voilà, donc déjà, à ne pas confondre. Je sais, ça fait beaucoup d'analyses, c'est lourd, mais vous allez comprendre.
Donc, l'AITD, en français, en anglais, c'est un TIA, Transfer Impact Assessment. L'objectif ici de l'AITD, c'est pour l'exportateur et l'importateur de s'assurer que le traitement de données, le transfert de données est correctement réalisé et surtout qu'il continue à l'être et qu'il garantit un niveau de protection équivalent à celui en vigueur au sein de l'Union européenne. Donc ici, l'exportateur a véritablement une double responsabilité. La première, c'est de vérifier le niveau de protection du destinataire de données, donc l'importateur. Et la deuxième responsabilité, c'est aussi de suspendre le transfert ou même de résilier le contrat si l'importateur n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données. Et ça, c'est très important. Donc, si vous êtes exportateur de données, attention, vous avez un rôle ici qui est important. Vous vérifiez la protection, mais vous pouvez également, donc justement, rompre le contrat de transfert, voilà, en tout cas, si vous souhaitez, si vous vérifiez que le niveau de protection n'est plus en adéquation avec ce qui avait été donné au départ. Donc, dans quel cadre on va réaliser cette AIPD? L'AIPD va être réalisée par l'exportateur, donc soumis au RGPD, qu'il soit responsable de traitement ou sous-traitant. Il a le droit, évidemment, je vous invite même à demander l'assistance de l'importateur qui va lui transmettre les différentes informations. Et bien sûr, cette AITD va être réalisée avant de transférer les données vers un pays hors Union européenne. Et là-dessus, j'insiste, on ne transfère pas les données et ensuite on s'en rend compte, on fait une AITD. Non, on fait l'AITD avant. Et quand celle-ci, elle est rédigée par les DPO, en tout cas, les DPO donnent leur avis et que cette analyse est signée par la suite par les directions de ces deux organismes, de ces deux entités, on pourra alors permettre le transfert de données. Évidemment, en droit, comme je le disais, il y a un principe et des exceptions. Donc ici, on a deux dérogations à cette obligation pour l'exportateur de données de réaliser une AITD. La première dérogation, c'est si le pays de destination importateur est couvert par une décision d'adéquation. Donc là, comme le disait Martin, on n'a rien à faire. On vérifie seulement si le pays où se trouve l'importateur propose une protection adéquate pour la protection des données. OK, on transfère les données avec seulement un contrat cadre. On n'aura pas besoin d'ajouter et de réaliser une AITD, d'ajouter des clauses contractuelles type. Deuxième dérogation, si le transfert est effectué sur une base d'une des dérogations listées à l'article 49, vous savez, ces fameuses dérogations aux outils qui vont être utilisés. Voilà, si vous utilisez une dérogation comme le consentement, la réalisation d'un contrat, ou alors s'il y a un intérêt public majeur, d'intérêt vital, par exemple, voilà. Là-dessus, vous n'avez pas besoin de réaliser une AITD. Pour l'AITD, il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, quand vous avez une AITD, c'est de décrire le transfert. Donc ici, l'exportateur va décrire le transfert. Deuxième étape, elle consiste tout simplement à documenter l'outil qui sera utilisé pour encadrer le transfert. Donc, par justement cette documentation, on va analyser s'il y a véritablement une nécessité ou pas de réaliser l'AITD. Et c'est oui, donc on va décrire justement tout le process lié à ce transfert de données. Troisième étape, c'est pour l'exportateur, ça va être de vérifier, d'évaluer la législation et les pratiques en vigueur dans le pays de destination des données. Quatrième étape, vas-y Martin, je te laisse. Merci. Quatrième étape ici, ça va être justement de recenser toutes les mesures de sécurité. Donc, mesures de sécurité sont des mesures techniques, contractuelles, organisationnelles, qui sont existantes et qui vont permettre d'assurer un niveau de protection suffisant dans le pays tiers. Par contre, si ces mesures ne sont pas satisfaisantes, l'exportateur va devoir identifier des mesures supplémentaires qui devront être mises en œuvre avant le traitement de données, avant le transfert de données. Cinquième étape, donc, c'est justement, si l'exportateur a identifié des mesures complémentaires, vous devez mettre, en tant qu'exportateur, vous devez mettre en place un plan d'action, justement, pour appliquer ces actions complémentaires. Vous les identifiez et vous donnez surtout un agenda. Voilà, soit quelques semaines, quelques mois. Voilà, vous identifiez bien ces actions dans un plan d'action visible sur cette AITD. Et enfin, sixième étape, ça vous donne la possibilité d'anticiper de nouvelles évaluations s'il y a eu des mesures complémentaires. Par exemple, si vous demandez à l'importateur d'être conforme sur tel point au bout de tant de temps
avant le transfert de données. Vous allez pouvoir identifier dans cette AITD les nouvelles évaluations qui vont être mises en place, je ne sais pas, quelques temps après la mise en place de la mesure que vous avez demandée, justement, pour vérifier si cette mesure complémentaire a été réalisée et pour ensuite valider ce futur transfert de données. Donc, il y a également ici un rôle vraiment important de l'importateur, ça va être de vérifier de l'exportateur, de vérifier donc à chaque fois si la législation du pays importateur a été modifiée ou pas. Et donc, c'est lui qui va devoir déterminer si une analyse complémentaire devrait être réalisée ou pas. Voilà, donc on a vu ensemble les CCT avec l'AITD. Passons maintenant à un dernier outil, plus niche, mais qui peut être très utile. Ce sont les BCR. Je laisse Martin nous expliquer tout ça. Alors, les BCR ou les Binding Corporate Rules, les règles d'entreprise contraignantes, c'est un outil qui sert en fait lorsque on rentre sur une situation trop complexe. Typiquement, je suis dans un groupe international, on échange des données entre les 50 filiales du groupe en permanence, on change d'outils, on transfère des données différentes pour des finalités qui changent, on collabore de manière très interdépendante. Tout ça, forcément, ça crée des transferts internationaux de données qu'il faut encadrer. Qu'est-ce qui se passe si j'ai la moitié des filiales qui sont hors de l'Union européenne, non couvertes par une décision d'adéquation? Vous allez me dire, d'après ce qu'on vient de voir, la solution, ce serait les clauses contractuelles type. Effectivement, la première solution, c'est vous faites un accord intragroupe qui va être très long, qui va être très complexe, qui va couvrir en fait tous les traitements de données, tous les transferts de données qui sont entre les différentes filiales. C'est une possibilité. Pour autant, c'est une possibilité qui est longue, qui est difficile, qui prend beaucoup de temps et qui doit être mise à jour en permanence. La deuxième option, c'est les BCR. Les BCR, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt que rédiger un accord intragroupe, des accords intragroupes, une cinquantaine, qui va lier chacune de ces entités de manière bilatérale, multilatérale, on crée simplement un corps de règles qui s'applique à toutes les filiales et qui va fournir les mêmes protections pour les données personnelles. Ça permet en fait de créer une chape, un toit commun qui a vocation à beaucoup moins bouger, à ne pas être spécifique forcément à certains traitements, et qui permet de légitimer les transferts entre toutes ces filiales. Alors, bon, forcément, ça ne marche que pour les transferts intragroupes, parce que la possibilité d'édicter des règles contraignantes pour un ensemble d'entités juridiques indépendantes, ça ne fonctionne que si vous contrôlez toutes ces entités juridiques. Si vous avez le pouvoir de direction, leur dire, écoutez, moi je suis ta maison mère, je te possède à 100%, j'ai le pouvoir de dire, tu respectes ces règles et c'est pas autrement. Sinon, si vous n'avez pas le contrôle effectif de ces filiales, il faut passer par un contrat. Et donc, on revient sur nos CCT. Ok, donc, un ensemble de règles, transfert intragroupe, et bien évidemment, ce sont les multinationales qui ont des filiales dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne. Alors, je dis Union européenne, c'est plus l'espace économique européen de manière plus large. Pourquoi ça? Parce que, en fait, il vous faut au moins une filiale qui soit présente sur le territoire de l'espace économique européen. Parce que c'est cette filiale-là, ou celle que vous choisirez, sur le territoire européen, qui va porter la responsabilité, qui va représenter le groupe devant les instances européennes, devant les personnes concernées. Il faut que, si ça se passe mal, quelqu'un soit là pour prendre la responsabilité du problème. Disons que le marteau européen a une portée limitée, il faut que ça tombe sur le territoire européen. Voilà. Donc, ces règles d'entreprise contraignantes, qui permettent de légitimer ces transferts intragroupes, elles sont infiniment pratiques dès lors que vous avez vraiment cette interdépendance, ce mélange de fonctions et cette mutualisation des ressources intragroupes. Typiquement, vous avez votre département affaires médicales qui est au Luxembourg, à Monaco, à Dubaï, en Inde, aux États-Unis. Toutes ces personnes-là travaillent ensemble, échangent des données, des fichiers Excel, des mails en permanence. Plutôt que faire des contrats infinis entre toutes les différentes entités, vous faites des Binding Corporate Rules. Ok.
Comment ça marche? Donc, pour les mettre en place, alors, sur le principe, ça a l'air super. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, il faut rédiger des règles de protection des données. Ça veut dire un corpus documentaire qui est quand même très conséquent, qui va venir couvrir l'intégralité des obligations de protection des données sous le RGPD. Donc, comment est-ce qu'on gère la minimisation? Comment est-ce qu'on gère la suppression des données? Comment est-ce qu'on gère la base légale, l'information des personnes? Qui fait quoi? Et donc, ça va être quand même un ensemble de politiques internes très très lourd. Une fois qu'on a défini des règles, bien sûr, il faut des systèmes de contrôle. Il faut s'assurer que les règles, outre un joli document qui restera dans un tiroir, se soient véritablement appliquées. Donc ça veut dire des audits, ça veut dire des moyens de vérification interne, des moyens de signalement de la non-conformité. Alors ça peut être de l'audit interne ou externe, bien sûr. Et véritablement des moyens de vérifier les trous dans la raquette, les signaler, créer des plans de remédiation lorsque c'est nécessaire, et y faire en fait tourner cette machine pour s'assurer que ça fonctionne. Dernier élément, et peut-être le plus difficile, il faut faire valider votre corps de règles par la CNIL. Alors, je dis la CNIL, en pratique, c'est plus l'autorité de contrôle compétente, mais si vous êtes français, ce sera la CNIL. Donc, vous allez rédiger votre corps documentaire, vous allez préparer un système de contrôle, vous allez soumettre un dossier à la CNIL, et la CNIL va l'évaluer, va regarder dans le détail, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça couvre bien toutes les obligations, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir à la fois des trous dans la raquette. Et dans ce cadre-là, elle ne va pas décider seule, elle va aussi demander l'avis du Comité européen de la protection des données, c'est-à-dire toutes les autorités de contrôle des autres États membres. Donc, forcément, ça donne une procédure qui est très longue, au moins plusieurs mois, normalement. Et elle va regarder, elle va passer au peigne fin l'ensemble des obligations que vous voulez vous imposer vous-même et vérifier si ça fonctionne. OK. Bien évidemment, une fois que vous avez votre approbation de la CNIL, il faut tenir vos BCR à jour, c'est-à-dire que des évolutions réglementaires, vous les faites évoluer, de nouveaux traitements, de nouvelles méthodes, vous les faites évoluer également. Ça fonctionne aussi pour les systèmes de contrôle. OK. Donc, on a nos BCR, on a, voilà, je vais un petit peu vite, on a nos BCR, elles ont été approuvées, elles ont été mises en place, vous les tenez à jour, et en principe, vous êtes bon, vous pouvez transférer les données à l'intérieur de votre groupe d'entreprise. OK. Si on doit conclure, au final, sur ces différents outils, donc on a vu les acteurs, les définitions, les outils de transfert, et ce qu'on vous recommande, au final, c'est de procéder comme ça. Dès lors que vous communiquez des données, vous vérifiez si c'est un transfert. Très bien. Si c'est un transfert, déjà contactez votre DPO. Votre DPO va venir regarder, OK, est-ce qu'on a une décision d'adéquation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on documente le transfert? Il va préparer le terrain. Entre autres, il va vérifier si voilà, le destinataire est couvert par une décision d'adéquation. Si c'est le cas, très bien. Vous avez juste à documenter que, OK, j'envoie les données à telle personne est couverte, on est tranquille, et votre travail s'arrête là. Si il n'y a pas effectivement de décision d'adéquation, vous avez deux possibilités. Vous avez donc les clauses contractuelles type et une AITD. Donc vous allez préparer votre module, remplir votre annexe, négocier et signer le contrat avec votre destinataire, réaliser donc cette AITD pour vérifier que je n'envoie pas mes données dans une dictature du renseignement qui va accéder aux données quoi qu'il arrive. Je ne vise aucun pays en particulier naturellement. Et bien évidemment, si vous êtes dans un contexte international un petit peu complexe, avec ma foi des filiales dans tous les sens, et que vous ne vous en sortez plus dans la gestion de vos contrats, ma foi, il serait peut-être temps de commencer à réfléchir aux BCR. Donc, vous rédigez vos BCR, vous les faites approuver, et vous les tenez à jour. Alors, je précise quand même que
l'AITD est également obligatoire pour les BCR, même si c'est un travail qui est un petit peu plus léger, dans la mesure où il y a déjà des mécanismes de contrôle dans les BCR. Voilà, concrètement, voilà les recommandations qu'on peut vous fournir concernant les transferts de données de santé à l'international, les étapes qu'on vous recommande. Est-ce que à cette étape, vous avez des questions? Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Je regarde ça rapidement. Non, pas pour l'instant. Pas de questions? Non. Bon. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, alors n'hésitez pas, vous avez encore 2 petites minutes. S'il n'y a pas de questions, je considère que la formation a été claire. Bien évidemment, si en revenant sur vos transferts, vous vous rendez compte que c'est pas aussi clair que vous ne l'auriez souhaité, ou peut-être que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour vous assurer que vous respectez bien les obligations liées au transfert du RGPD, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de répondre déjà à des questions préliminaires dans un entretien, et puis potentiellement vous assister un petit peu plus si ça s'avère nécessaire. Voilà, toujours pas de questions. Si, on a une question. Regarde. Alors, en résumé, toujours garder prudence de savoir s'il y a un lien EE ou pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. En résumé, vérifiez toujours la localisation de votre destinataire. Parce que si vous envoyez vos données en Norvège, certes, il n'est pas dans l'Union européenne, pour autant, ils ont copié le RGPD stricto sensu dans leur législation locale, et vous pouvez transférer les données absolument librement. Il y aura une rediffusion, alors qui sera disponible, si je ne m'abuse, pendant 2 mois sur LinkedIn, et pendant plus longtemps encore sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Voilà, donc n'hésitez pas à la regarder à nouveau. D'autres questions, n'hésitez pas. Très clair. Super, on est content. Merci. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Nous également, merci. Et puis, merci à toi, Martin, et merci encore à vous d'avoir été connectés, voilà, de nous avoir suivis et d'avoir posé quelques questions. Voilà. En tout cas, c'est chouette, c'est que ça a été clair, donc on a réussi. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir, merci.